Le jour où j'ai découvert ces bleus et appris la vérité, j'ai compris que le pardon ne suffirait pas à effacer cette trahison. Il faudrait passer par les conséquences. Je m'appelle Michael Merced et j'ai 35 ans. Je suis inspecteur en bâtiment, chargé de détecter les défauts structurels et d'examiner les fissures que d'autres ne voient pas. Quand Eunice, ma femme et mère de Max, a franchi notre porte en titubant, marquée par la violence d'un autre homme, elle m'a murmuré: Michael, j'ai besoin de ton aide. Ces mots sont restés suspendus entre nous comme du poison. Victor, son amant, avait laissé sa signature sur sa peau. Pourtant, elle s'attendait à ce que je sois son bouclier. Mon rire était involontaire, froid et révélateur. J'avais toujours été celui qui restait stable, celui qui vérifiait les fondations pendant que les autres admiraient de la vue. Mais cette nuit-là, j'ai choisi la justice plutôt que le martyr. Personne ne peut détruire ce que j'ai construit sans assumer ses actes. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je partagerai une histoire que vous ne voulez pas manquer. Mais commençons par le début. J'étais assis à la table de la cuisine quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. Il était minuit passé et la maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Je m'étais réveillé et je fixais mon téléphone. 12 appels manqués vers une Unis, tous redirigés vers la messagerie vocale. Max dormait depuis des heures. La porte s'est ouverte et elle est entrée en titubant. Ma première pensée a été qu'elle était ivre. Mais ensuite, la lumière du couloir a éclairé son visage. Mon Dieu, une Eunice. Je me suis levé si vite que ma chaise a failli se renverser. Que t'est-il arrivé? Son chemisier était déchiré au niveau du col, du mascara coulait sur ses joues comme des larmes noires. Mais ce sont les ecchymoses qui m'ont donné la nausée. Des marques sombres entouraient son avant-bras gauche et quelque chose de violet fleurissait juste sous sa mâchoire. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Ce n'est rien. Je suis tombé. Tu es tombé? Ma voix était monocorde. Et alors, le sol t'a attrapé le bras dans la chute. Elle a essayé de me dépasser pour aller à la salle de bain, mais je me suis mise en travers de son chemin. Son parfum se mélangeait à autre chose, une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Ma poitrine s'est serrée. Michael, s'il te plaît. Je suis fatigué. Elle repoussa ses cheveux de son visage avec des doigts tremblants. Je veux juste me laver. Non, tu vas me dire ce qui s'est passé. Je désignai la chaise de cuisine, tout de suite. Elle hésita puis s'affala sur le siège. Je remarquai qu'elle grimaçait lorsque son dos toucha la chaise. Tu es tellement absent ces derniers temps, dit-elle, sa voix prenant un ton accusateur. Toutes ces inspections immobilières, ces week-ends de travail. Non, l'interrompis-je, n'essaie pas de me faire porter le chapeau. Ces bleus ne viennent pas de mon emploi du temps. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac entre nous. Je me souvenais quand nous l'avions acheté. Un cadeau de pendaison de crémaillère pour nous-mêmes. Une époque plus simple. Il y a 7 ans, avant Max, quand nous pensions avoir construit quelque chose d'indestructible. Qui t'a fait ça, Eunice? Ses yeux se remplirent de larmes. C'était un accident. Le mot sortit brusquement. Quelqu'un t'a mis la main dessus. Je veux un nom. Elle fixait ses propres doigts, tournant son alliance. Tu n'es plus jamais à la maison. Je me sentais seul. C'est là que j'ai compris. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Les nuits tardives, les voyages improvisés entre filles, la façon dont elle se dérobait quand je la touchais. J'avais été aveugle, mais je n'étais pas stupide. Dis-le, exigeai-je. Dis-moi avec qui tu étais. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Victor. Il s'appelle Victor. Une pause. Nous nous sommes disputés. Il est devenu violent. Victor. Ce nom ne signifiait rien et tout à la fois. Je ne le connaissais pas, mais je savais exactement qui il était. J'ai ri. Un rire si sec et si dépourvu d'humour qu'il m'a moi-même surpris. La trahison m'a brûlé la poitrine comme de l'acide. Alors, tu m'as trompé et maintenant tu rentres à la maison avec ces bleus et tu veux que je fasse quoi? Que je te prenne dans mes bras, que je te réconforte. Elle a tendu la main vers moi. Michael, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je me suis éloigné comme si son toucher était du feu. Non, une erreur, c'est oublier de payer une facture. Ça, j'ai fait un geste vers son corps couvert de bleu, vers l'espace entre nous, désormais rempli de mensonges. C'était un choix. Chaque fois que tu l'as rencontré, chaque mensonge que tu m'as dit, chaque nuit où tu l'as laissé te toucher,
Tout ça, c'était des choix. Des larmes coulant sur ses joues. J'ai besoin de toi maintenant, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Refuser d'être ton filet de sécurité quand ton aventure tourne mal? J'ai reculé. Va le voir pour qu'il te pense, Ununis. Tu l'as choisi. Maintenant, vis avec. Tu es cruel, a-t-elle dit, la voix durcie. Non, j'ai soutenu son regard. Je suis honnête. Pour la première fois ce soir, quelqu'un dans cette maison est honnête. Je montai dans la chambre de Max où notre fils de 7 ans dormait paisiblement, inconscient que son monde s'écroulait. Je sortis son sac de voyage et y mis un pyjama, des vêtements de rechange et son dinosaure en peluche préféré. Une Eunice me suivit. Qu'est-ce que tu fais? Où l'emmènes-tu? Chez Madame Duffy, ai-je répondu, en référence à notre voisine âgée qui adorait Max. Je ne veux pas qu'il reste ici pour ce qui va suivre. Tu ne peux pas emmener mon fils. Regarde-moi. J'ai fermé le sac. Je ne le laisserai pas dans une maison avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. J'ai réveillé Max doucement et lui ai dit que nous allions dormir chez Madame Duffy. Il était trop endormi pour poser des questions. Après avoir déposé Max, j'ai passé 2 coups de fil depuis mon camion. L'un à Marlene, la mère d'Ununis, pour lui raconter exactement ce qui s'était passé, et l'autre à la police pour signaler l'incident. Je n'ai pas porté plainte, je l'ai juste signalé. Parce que quelque chose dans le regard d'Ununis m'a dit que ce n'était pas fini. Je me suis assise dans mon camion et j'ai regardé notre maison. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Ununis debout qui me regardait, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne feras pas de moi ton bouc émissaire », ai-je murmuré à la vitre qui nous séparait. Pas pour ça. Mais je savais déjà qu'Ununis n'assumerait pas la responsabilité. Elle reviendrait avec des mensonges qui feraient d'elle la victime et de moi le monstre. 2 jours plus tard, je préparais un sandwich dans la cuisine de Paul lorsque la sonnette retentit. Un homme chauve vêtu d'un uniforme gris se tenait sous le porche, une enveloppe à la main. « Michael Mercer ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à son bloc-notes. « C'est moi. Vous avez reçu une assignation. » Il m'a tendu l'enveloppe et est retourné précipitamment à sa voiture. J'ai eu l'estomac noué en l'ouvrant. Le jargon juridique défilait devant mes yeux, mais certaines phrases ressortaient en gras. Ordonnance de protection temporaire, allégation de violence domestique, plainte d'Ununis Merced, interdiction de contact. Le sandwich est resté oublié sur le comptoir pendant que je relisais le document. Ununis était allé au tribunal pour prétendre que c'était moi qui lui avais fait du mal. Ses ecchymoses, celles de Victor, étaient désormais censées être les miennes. Mes mains tremblaient d'une rage si profonde que j'avais un goût métallique dans la bouche. Je m'attendais à ce qu'elle s'en prenne à moi, mais elle utilisait le système destiné à protéger les véritables victimes pour couvrir son aventure. Je laissais tomber les papiers et m'agrippais au bord du comptoir, respirant bruyamment. L'ancien Michael aurait peut-être explosé, l'aurait peut-être appelé pour lui faire part de sa colère, mais cela n'aurait pas aidé Max. Cela n'aurait pas réglé le problème. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maya Patel, une avocate recommandée par Paul. Son cabinet m'a donné rendez-vous pour l'après-midi même. « Vous devez rester calme », m'a dit Maya 2 heures plus tard, après avoir examiné l'ordonnance dans son bureau du centre-ville. Elle était directe, avec un regard perçant qui ne manquait rien. Les tribunaux prennent ces ordonnances au sérieux, comme ils le devraient, mais les fausses accusations sont également graves. J'ai des preuves, ai-je dit. Notre maison est équipée de caméras de sécurité. J'ai des images de la nuit où elle laisse rentrer blessée. Maya a légèrement haussé les sourcils. C'est excellent. Nous devons les récupérer immédiatement. Elle a pris note. Quoi d'autre? J'ai emmené Max chez nos voisins cette nuit-là. Elle peut témoigner et j'ai appelé la mère d'Ununis pour lui raconter ce qui s'était passé. Maya acquiesça. Bien. Les témoins contemporains sont importants, mais comprenez que la situation va empirer avant de s'améliorer. Elle vous accuse d'être l'agresseur, ce qui signifie qu'elle essaie de contrôler le récit autour de Max. Mon cœur se serra en entendant le nom de mon fils. Où est-il maintenant? D'après ce document, Maya a confié Max à sa grand-mère maternelle, Marlene, jusqu'à l'audience. Au moins, il était avec quelqu'un qui l'aimait, et non avec Victor. L'idée que cet homme puisse être près de mon fils me rendait fou de rage. « Concentre-toi, Michael », m'a dit Maya en lisant mon expression. « Nous avons 10 jours avant l'audience. J'ai besoin que tu rassembles des preuves, pas que tu complotes pour te venger. »
Ce soir-là, j'ai retrouvé Paul dans un restaurant près de chez lui. Nous étions amis depuis le lycée, le genre d'amitié qui n'avait pas besoin d'être entretenu en permanence. Il m'avait proposé sa chambre d'amis sans hésiter lorsque je l'avais appelé. Alors, elle va vraiment aller jusqu'au bout, a déclaré Paul en secouant la tête lorsque je lui ai expliqué la situation. Elle te fait passer pour le méchant. Elle a besoin d'une histoire qui explique ses ecchymoses, ai-je répondu en remuant mon café. Et elle doit cacher son aventure. Je me souviens du jour où Max est né. Le sourire fatigué d'Ununis, la façon dont elle m'avait serré la main et chuchoté. Nous avons créé quelque chose de parfait. Maintenant, elle utilisait notre fils comme une arme pour protéger son mensonge. Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu en as besoin, m'a dit Paul. On va trouver une solution. Cette nuit-là, j'ai installé un logiciel de sauvegarde sur mon ordinateur portable, m'assurant que les images de notre système de sécurité domestique étaient stockées en toute sécurité à plusieurs endroits. Puis, j'ai regardé la vidéo de cette nuit-là. Elle était là. Une Eunice trébuchant sur le seuil de la porte d'entrée à 23h37, clairement blessée. Notre dispute dans la cuisine était trop lointaine pour être entendue, mais le langage corporel était clair. Puis moi montant à l'étage, redescendant avec Max et quittant la maison à 0h04. L'horodatage était limpide. J'ai ressenti un petit frisson de victoire. Une preuve irréfutable, mais je savais que cela ne suffirait pas. Si une Eunice était prête à mentir sur l'identité de la personne qui l'avait blessée, que dirait-elle d'autre? Et Victor, quel rôle jouait-il dans tout cela? Le lendemain matin, j'ai reçu un avis officiel par email m'informant d'une audience dans 10 jours où je devrais me défendre contre les accusations d'Ununit. Maya m'a appelé peu après. Je prépare notre réponse, m'a-t-elle dit. Mais Michael, je dois vous avertir. Si Victor est impliqué dans cette affaire, il va essayer de vous enterrer sous ses mensonges. Les hommes comme lui ne reculent pas facilement. J'ai fermé mon ordinateur portable, envahi par un sentiment de certitude glaciale. Mon combat pour protéger Max et blanchir mon nom ne faisait que commencer. J'ai passé la matinée suivante à rassembler tout ce qui me venait à l'esprit. Les journaux d'appel, les SMS, les images de vidéosurveillance, tout ce qui pourrait nous aider à monter notre dossier. À midi, j'étais de retour dans le bureau de Maya, la regardant trier méthodiquement mes preuves. C'est bon, a-t-elle dit, en repassant les images du nid pour la troisième fois. Les horodatages correspondent parfaitement à ta déclaration. On voit clairement une Eunice arriver blessée à 11h37 et toi partir avec Max à 12h04. Je me suis penché en avant, tapotant l'écran de mon téléphone, et voici les journaux d'appel. J'ai appelé Marlène à 12h17, puis le 9-11 à 12h23 pour faire un signalement. Maya a hoché la tête prenant des notes dans son bloc-notes. Bien joué. Créer des enregistrements contemporains renforce considérablement ta position. Je voulais protéger Max, ai-je simplement répondu, et moi-même. En parlant de protection, a dit Maya en faisant glisser un dossier vers moi, j'ai rédigé notre réponse à l'ordonnance provisoire. Nous demandons une audience accélérée sur la base des preuves vidéo et la restauration immédiate de vos droits parentaux. Les mots « droits parentaux » m'ont frappé comme un coup de poing. Je n'aurais jamais imaginé devoir me battre pour avoir le droit de voir mon propre fils. Pensez-vous qu'ils examineront réellement les preuves? Ai-je demandé. Ils le doivent, a répondu Maya d'une voix confiante. Les juges prennent les fausses accusations au sérieux. Vos preuves contredisent directement ces affirmations. Je me suis souvenu comment Ununit se tenait à la fenêtre cette nuit-là, les larmes coulant sur son visage. Avait-elle déjà tout prévu à ce moment-là? Maya a dû lire mon expression. Concentre-toi sur les faits, Michael. Les émotions ne nous aideront pas au tribunal. Plus tard dans l'après-midi, Paul m'a appelé alors que je classais des dossiers à sa table de cuisine. J'ai fait des recherches sur Victor, m'a-t-il dit sans préambule. Savais-tu qu'il vit dans les appartements Parkview à Westlake? Non, ai-je admis. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Eh bien, je viens de passer devant. Il y a des caméras de sécurité dans le hall et dans le parking. Si une Nunes était avec lui cette nuit-là, me suis-je redressé, nous pourrions avoir des images d'eux ensemble. Exactement, a dit Paul. Et peut-être même des images montrant comment elle a eu ses ecchymoses. J'ai immédiatement appelé Maya, qui a convenu que cela pourrait être une preuve cruciale. Je vais déposer une assignation, a-t-elle dit. Mais il serait peut-être utile que vous contactiez d'abord le gestionnaire immobilier. Ces endroits ont parfois des politiques de conservation. Nous ne voulons pas que ces images soient supprimées avant que nous puissions les obtenir.
Une heure plus tard, j'avais retrouvé le gestionnaire immobilier et lui avais fait une demande officielle pour obtenir les images, en invoquant l'affaire en cours devant les tribunaux. Le gestionnaire s'est montré compréhensif, mais sans s'engager. L'assignation à comparaître serait probablement nécessaire. 2 jours se sont écoulés sans aucune nouvelle d'Ununis ou de Max. Puis Marlène a appelé. Michael, sa voix était tendue. Ununis veut te parler chez nous. Ron et moi serons là. Mon pouls s'est accéléré. Est-ce que c'est à propos de l'annulation de la commande? Je ne sais pas, a admis Marlène. Elle a juste dit que c'était important. J'ai consulté Maya, qui m'a conseillé la prudence, mais ne s'y est pas opposée. Il est bon d'avoir des témoins. Ne prends simplement aucune décision sans m'en parler au préalable. L'après-midi suivant, j'ai frappé à la porte de Ron et Marlène. Ron m'a ouvert, le visage impassible. Il a simplement hoché la tête et s'est écarté. Une Eunice était assise dans le salon. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire, mais ses yeux sont restés impassibles. Michael, a-t-elle dit doucement. Merci d'être venu. Je suis resté debout. Que veux-tu, une Eunice? Elle a jeté un coup d'œil à ses parents, puis m'a regardé à nouveau. Je pense qu'on peut arranger ça. Tout cela a dégénéré. Arranger ça? Ai-je répété d'une voix calme, malgré la colère qui bouillonnait en moi. Tu m'as accusé d'agression. Tu m'as empêché de voir Max. Qu'est-ce qu'on arrange exactement? On peut trouver une solution, insista-t-elle en se penchant en avant. Je pourrais dire au tribunal que j'étais confus, que j'ai réagi de manière excessive. J'étudiais son visage, comprenant soudain. Les preuves vont être révélées, n'est-ce que pas? Tu sais, j'ai les images de la caméra de surveillance. Son expression changea. Michael, s'il te plaît, nous avons un fils ensemble. Oui, c'est vrai, un fils que tu utilises comme bouclier pour ta liaison. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Mentir sur qui t'a blessé ne l'est pas non plus. Le visage d'Ununis se durcit. Si tu continues à insister, je leur dirai à quel point tu es dangereux, à quel point tu as mauvais caractère. Tu l'as déjà fait, dis-je froidement. C'est dans ta déclaration, juste à côté du mensonge selon lequel je t'ai infligé ces bleus. Ron se tortilla sur sa chaise, la mâchoire serrée. Je ne savais pas de quel côté il était, mais son silence en disait long. Tu fais une erreur, dit Ununis, sa voix se réduisant à un murmure. Victor ne laissera pas passer ça. J'étais sur le point de répondre lorsque mon téléphone a vibré. Le nom de Maya s'est affiché à l'écran. Je dois prendre cet appel, ai-je dit en sortant dans le couloir. On l'a, a dit Maya sans préambule. Les images de la caméra de surveillance de l'immeuble montrent Victor traînant une Eunice par le poignet dans le hall à 22 à 53 le soir en question. Elle est clairement en détresse et il la contrôle physiquement. Cela correspond parfaitement à l'heure à laquelle elle est arrivée chez elle blessée. Je fixai le téléphone, envahi par un sentiment de soulagement. La vérité était enfin visible. Mais quelque chose dans le ton de Mia me fit hésiter. Quoi d'autre? Demandai-je. Les images sont convaincantes, dit Mia avec prudence. Mais préparez-vous. Lorsqu'ils sont acculés, les gens comme Victor et Ununis n'abandonnent pas. Ils passent à la vitesse supérieure. Je me suis assise, raide, dans la salle d'audience, les paumes moites, tandis que le greffier appelait notre affaire. Maya m'a brièvement serré le bras avant que nous nous approchions du banc. De l'autre côté de l'allée, une Eunice gardait les yeux baissés, tandis que son avocat, un homme mince portant une cravate coûteuse, mélangeait des papiers avec une nonchalance étudiée. « Votre honneur, a commencé Maya. Nous avons des preuves qui contredisent directement les affirmations de Madame Merced. La juge, une femme aux cheveux gris avec des lunettes de lecture perchées sur le nez, a acquiescé. Continuez. Maya a tendu une tablette. Tout d'abord, votre honneur, les images de la caméra Nest de la résidence Merced. L'horodatage montre M. Merced partant avec leur fils Max à 22h15, environ 40 minutes avant que Mme Merced ne rentre chez elle avec ses blessures. Oui, la juge a visionné les images, l'expression impassible. Une Eunice s'agita sur son siège. Deuxièmement, poursuivit Maya, les images de vidéosurveillance de la copropriété Oakview montrant Mme Merced traînée de force par le poignet par Victor Ramirez, à 22h53 le même soir. La salle d'audience devint soudainement étouffante lorsque la vidéo du hall d'entrée fut diffusée. On y voyait Victor agripper le bras d'une Eunice alors qu'elle trébuchait à ses côtés. Son chemisier était déjà déchiré. De plus, a ajouté Maya, nous disposons des dossiers médicaux de Leaside Urgent Care
où M. Ramirez s'est fait soigner pour des contusions aux jointures le lendemain matin. Et enfin, le témoignage de Mme Duffy, leur voisine, qui confirme que M. Merced a amené Max chez elle ce soir-là et a explicitement déclaré que c'était en raison d'une situation familiale impliquant Mme Merced et une autre personne. Mme Duffy s'était levée de son siège dans la galerie. Le juge lui fit signe de la tête. Madame Duffy, affirmez-vous que cela est vrai? Oui, votre honneur, répondit-elle fermement. Michael m'a amené Max vers 22h30 ce soir-là. Il était bouleversé, mais maître de lui. Il m'a dit qu'une Eunice était rentrée blessée après avoir été avec un autre homme et qu'il voulait mettre Max en sécurité pendant qu'il réglait la situation. La juge retira ses lunettes. Madame Merced, ce témoignage contredit directement votre déclaration. L'avocat d'Ununis tenta d'intervenir, mais la juge le fit taire d'un geste de la main. L'ordonnance de protection temporaire est annulée. À compter de maintenant, M. Merced retournera au domicile familial avec la garde principale temporaire de l'enfant mineur. Madame Merced, vous aurez un droit de visite supervisé jusqu'à ce que nous puissions fixer une audience complète. Elle abattit son marteau avec autorité. Affaire suivante. Le reste s'est déroulé dans le flou. Maya m'étreignant, le regard brûlant d'Ununis, les formalités administratives. 2 heures de plus tard, je me tenais dans mon propre salon, le silence presque oppressant. J'ai passé mes doigts sur le dossier du canapé, à moitié convaincu que je rêvais. La maison sentait le renfermer, l'abandon. Le sac à dos de Max était toujours accroché à son crochet près de la porte. Je l'ai touché doucement, me souvenant du matin où nous étions partis, à quel point tout semblait ordinaire. Mon téléphone a vibré. Paul, tu as réussi, mec. Sa voix a retenti dans le haut-parleur. Maya vient de me le dire. Comment tu te sens? Surréaliste, ai-je admis. Je suis chez moi, mais je ne me sens pas encore tout à fait chez moi. Ça viendra, m'a assuré Paul. Une fois que Max sera de retour, tout ira bien. Mais quelque chose me tracassait, un malaise persistant. Ça semble trop facile. Une Eunice ne s'est même pas défendue au tribunal parce que les preuves ont réduit ses mensonges à néant. Paul m'a dit, profite de cette victoire, Michael. Il avait peut-être raison. Je devais me concentrer sur la reconstruction, pas regarder derrière moi. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé chercher Max chez Marlene. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu et il s'est précipité dans mes bras. Cette sensation, son petit corps contre le mien, sa confiance absolue, m'ont presque brisé. On rentre à la maison? M'a-t-il demandé, la voix étouffée contre mon épaule. Oui, mon grand. On rentre à la maison. Cette soirée m'a donné l'impression de remonter le teint. J'ai préparé des spaghettis, le plat préféré de Max, pendant qu'il était assis à la table de la cuisine à réviser ses tables de multiplication. La normalité était si profonde qu'elle en était douloureuse. Papa, maman va rentrer à la maison aussi? Me demandait Max pendant que je vérifiais ses calculs. J'ai dégluti. Pas pour l'instant, mon grand. Maman et moi avons besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Il a hoché la tête solennellement, acceptant cette réponse vague avec la résilience propre aux enfants. Après le dîner, le bain et un chapitre de Harry Potter, j'ai bordé Max dans son lit. Il s'est endormi presque immédiatement, épuisé par le bouleversement émotionnel dont aucun de nous n'avait pu le protéger complètement. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, quand j'ai remarqué un rayon de lumière provenant du garage. La porte était légèrement entr'ouverte, d'environ 2 centimètres. Je ne me souvenais pas l'avoir laissée ainsi. Je la refermai, vérifiai 2 fois la serrure et fis un dernier tour de la maison. Tout semblait normal, sûr, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit de portières de voitures qui claquaient. Des lumières bleues clignotaient sur le mur de ma chambre. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant, et j'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures de police étaient garées dans mon allée. J'ai enfilé des vêtements et je me suis précipité en bas, en prenant soin de ne pas réveiller Max. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, un policier que je ne reconnaissais pas s'est avancé. Monsieur Merced, nous devons vous parler. Un voisin a signalé la présence d'une personne suspecte près de votre garage tard dans la nuit. Lorsque nous avons vérifié, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant. Mon estomac s'est noué. Qu'avez-vous trouvé? Un sac contenant des médicaments sans étiquette, un téléphone jetable avec des SMS suspects
et ce qui semble être une petite somme d'argent. Pouvez-vous nous expliquer cela? Je l'ai regardé fixement, le sang se glaçant dans mes veines. Ce n'est pas à moi. Quelqu'un a placé ces objets-là. Je me fiche de ce que vous prétendez, Monsieur Merced. Ces objets ont été trouvés sur votre propriété. Le visage du policier est resté impassible, insensible à mes protestations. Quelqu'un les a placés là, ai-je insisté en élevant la voix. Je veux juste obtenir la garde de mon fils dès hier. C'est un coup monté. Le deuxième policier qui feuilletait un bloc-notes a levé les yeux. Un voisin inquiet a signalé avoir vu quelqu'un de suspect vers 23h30. Nous avons trouvé un sac contenant des pilules non identifiées, un téléphone jetable avec des SMS concernant la récupération d'autres produits et environ 300 dollars en espèces. Mon esprit s'est emballé. Victor, ça ne pouvait être que lui. Le timing était trop parfait. Je veux appeler mon avocat, ai-je dit en calmant ma voix, et le détective Luis Alvarez de votre service. Il connaît bien mon dossier. Pendant que les agents discutaient, j'ai envoyé un SMS à Maya et Paul. En moins de 30 minutes, ma cuisine s'est remplie de visages inquiets. Maya est arrivée la première, puis Paul et enfin Alvarez, qui avait l'air fatigué mais alerte. Je m'en occupe. Alvarez a dit aux agents de patrouille, les conduisant dehors pour une conversation privée. Maya m'a touché le bras. Michael, nous avons un autre problème. Les services sociaux ont été prévenus. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que cela signifie pour Max? Ils envoient quelqu'un ce matin jusqu'à ce que tout soit clarifié. Elle hésita. Ils vont probablement suspendre temporairement les nuitées. Je m'effondrais sur une chaise de cuisine. Ils ne peuvent pas l'emmener. Il vient juste de rentrer à la maison. La main de Paul se posa sur mon épaule, solide et rassurante. Nous allons nous battre dès maintenant. Le détective Alvarez revint, l'air sombre mais déterminé. Je sais que cela semble coordonné, Michael. Le timing est suspect. Nous allons faire des tests pour Prince. Vérifier la déclaration du voisin. Un coup à la porte l'interrompit. Une femme des services de protection de l'enfance se tenait sur mon porche, un bloc-notes à la main. Derrière elle, je vis la voiture de Marlene s'arrêter. L'heure qui suivit fut un cauchemar bureaucratique. L'assistante sociale, Mme Reynolds, expliqua le plan de sécurité temporaire, tandis que je restais impassible. Max, confus et effrayé, serrait son sac à dos. « Je dois partir, papa? » Sa voix se brisa. Ses yeux se rempliront de larmes. Je m'agenouillais, gardant une voix calme, malgré la rage et la douleur qui me consumaient. « Juste pour un petit moment de mon grand. Grande-mère va s'occuper de toi pendant que je règle les choses ici. Je te promets que ça ne sera pas long. » « Mais on vient juste de rentrer à la maison, » a-t-il murmuré. « Je sais. » Je l'ai serré contre moi, respirant l'odeur de son shampoing. « Je sais. » Je les ai regardés s'éloigner, le visage de Max collé à la vitre arrière. Sa question résonnait dans ma tête. « Je dois partir, papa? » Je me suis tourné vers les 3 personnes qui se tenaient toujours dans mon salon. Paul, Maya et Alvarez. « J'ai besoin de tout ce que vous avez, » ai-je dit. « Toutes vos ressources, toutes vos relations, tous les angles juridiques possibles. Ils ne s'en tireront pas comme ça. » Ce soir-là, Paul et moi étions penchés sur son ordinateur portable dans son appartement, examinant les images de la caméra de ma voie d'accès. Nous y étions depuis des heures, image par image. « Là, » dit soudain Paul en pointant un flash dans le coin de l'écran. Quelque chose de réfléchissant. Je me suis penché pour mieux voir. « Tu peux l'agrandir? » Paul a zoomé sur ce qui semblait être un reflet dans le pare-choc chromé de mon voisin. C'est déformé, mais c'est une plaque d'immatriculation, ai-je soufflé, de plus en plus excité, à 23h28 exactement, l'heure à laquelle la personne suspecte a été signalée. Paul a utilisé ses talents techniques pour affiner un peu l'image. Je peux distinguer une partie qui commence par LTR. J'ai attrapé mon téléphone. Victor conduit un F-150 noir. Laisse-moi vérifier le numéro d'immatriculation que j'ai noté à partir des images de la caméra de surveillance de l'immeuble. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler mes notes. LTR 461. C'est ça, Paul. C'est le camion de Victor. Le lendemain matin, j'ai apporté les images améliorées à l'inspecteur Alvarez, qui les a étudiées en plissant les yeux. C'est convaincant, mais pas concluant, a-t-il dit prudemment. Laissez-moi vérifier cela avec les caméras de circulation de la zone. Si son camion se trouvait dans le quartier à ce moment précis, Maya a entre-temps déposé une requête d'urgence contestant les preuves.
Nous invoquons la fabrication de preuves et la falsification, expliqua-t-elle. Le juge qui vient de statuer en votre faveur verra cela pour ce que c'est, une tentative désespérée de remettre en cause sa décision. Chaque interaction avec une UNIS devint un exercice de retenue. Lors d'une remise supervisée des devoirs oubliés de Max, elle feignit l'innocence. « Je ne sais rien de ce qu'ils ont trouvé, dit-elle, les yeux écarquillés et feignant l'inquiétude. Je m'inquiète juste pour Max. Mais j'ai remarqué que Victor attendait dans son camion de l'autre côté de la rue, observant la scène avec un sourire suffisant, toujours en retrait, toujours juste assez visible pour me rappeler qu'il tirait les ficelles. Après 3 jours d'attente angoissante, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Alvarez. « Michael, a-t-il dit, la voix tendue par une excitation contenue. Nous avons une correspondance. » La caméra de circulation au coin de Maple et de la 5e montre le camion de Victor à 2 pâtés de maison de votre maison à 23h22. Une autre caméra le filme quittant les lieux à 23h36. C'est le camion de Victor. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Vous en êtes sûr? Absolument. La plaque d'immatriculation est claire comme de l'eau de roche. On l'a. Le lendemain matin, je me suis assise à la table de la cuisine de Paul avec Maya et le détective Alvarez, des tasses de café fumantes entre nous, pour planifier notre prochaine action. Nous devons les confronter là où ils ne peuvent pas échapper aux preuves, ai-je dit, d'une voix calme malgré la tempête d'émotions qui m'agitait. Un endroit suffisamment public pour avoir des témoins, mais suffisamment privé pour éviter une scène. Maya acquiesça en tapotant son bloc-notes avec son stylo. Le tribunal serait trop formel et leur permettrait de s'enfuir trop facilement. Et la maison de Ron et de Marlene, suggéra Paul, un terrain neutre, une sorte de territoire familial. J'y réfléchis. Une UNIS ne s'attendrait pas à une embuscade là-bas, et la présence de ses parents permettrait peut-être de contenir les choses. L'inspecteur Alvarez posa sa tasse. J'aime cette idée. Nous montrerons toutes les preuves en même temps. Ils n'auront aucune chance de coordonner leurs versions ou leurs excuses, et si Victor réagit mal, ce qui sera le cas, intervint Paul. Je serai là pour gérer la situation, conclut Alvarez. J'appelais Marlene cet après-midi-là, en prenant soin de garder un ton neutre. J'aimerais parler du planning de Max, expliquai-je, et de certaines preuves qui ont été découvertes dans cette affaire. Est-ce que Ron et toi seriez d'accord pour nous recevoir? Marlene accepta, même si je détectais de la lassitude dans sa voix. Cela faisait des semaines qu'elle était prise entre sa fille et la vérité, et je voyais bien que cette tension la pesait. « Dois-je inviter une UNIS ?» demanda-t-elle. « Oui, répondis-je. Dis-lui qu'il s'agit de l'accord de garde de Max. Et si Victor vient avec elle, ce n'est pas grave. Maya m'a aidé à organiser les preuves par ordre chronologique. Commence par ce qu'ils savent déjà, puis passe à ce à quoi ils ne s'attendent pas, m'a-t-elle conseillé. L'impact psychologique sera plus fort. » Paul était inhabituellement silencieux. Lorsque Maya est partie préparer les documents pour le tribunal, il a sorti son téléphone. « Il y a autre chose que tu devrais entendre », a-t-il dit en appuyant sur le bouton « Lecture » d'un enregistrement vocal. La voix distincte de Victor a rempli la pièce. « Oui, j'ai placé le sac derrière l'établi. Il ne s'y attendra pas. » J'ai regardé Paul. « Quand as-tu? » « Il y a 3 nuits. Je l'ai trouvé au bar Miller. Je l'ai fait parler. Il adore se vanter après quelques bières. » L'expression de Paul était sombre, mais satisfaite. Je me suis dit qu'on aurait besoin d'une preuve irréfutable. « Paul, ai-je soufflé, ça pourrait être le coup de grâce. C'est de l'idée. » Le samedi après-midi est arrivé et j'avais l'estomac noué. J'ai conduit jusqu'à la maison de banlieue de Ron et Marlene avec un dossier contenant les preuves et Paul à mes côtés. Maya et l'inspecteur Alvarez arriveraient séparément. Alvarez resterait hors de vue au début. Marlene a ouvert la porte, le visage tendu par l'angoisse. « Tout le monde est dans le salon, » murmura-t-elle. Je pénétrai dans la maison, l'odeur familière du parfum poiré de Marlene emplissant mes narines. Je me souvenais des dîners en famille ici. Max jouant avec ses jouets sur ce même tapis avant que tout ne s'écroule. Une UNIS était assise raide sur le canapé, Victor à côté d'elle, les bras tendus derrière elle dans une démonstration de territoire. Elle plissa les yeux lorsqu'elle vit Paul. « Que fait-il ici? » demanda-t-elle. « Il vient m'apporter son soutien, » répondis-je simplement en installant mon ordinateur portable sur la table basse. Ron était assis dans son fauteuil inclinable, silencieux et vigilant.
J'avais toujours respecté sa dignité tranquille, même maintenant. Allons droit au but, commençai-je en ouvrant mon ordinateur portable. Beaucoup d'accusations ont été lancées, mais les preuves ne mentent pas. J'ai commencé par ce que le tribunal avait déjà vu. La vidéo du nid me montrant en train de partir avec Max le soir où Ununis est rentré à la maison couverte de bleu. Les orodatages sont clairs. C'est du passé, marmonna Victor, mais je l'ignorais. Vint ensuite la vidéo du hall de l'immeuble montrant Victor traînant Ununis par le poignet. Ununis tressaillit visiblement lorsque la vidéo fut diffusée, sa main touchant inconsciemment son bras à l'endroit où se trouvaient les bleus. « Cela ne prouve rien », protesta-t-elle faiblement. « J'aurais pu être bouleversé par autre chose, » ai-je poursuivi. Les dossiers des urgences montrent que Victor a consulté pour des contusions aux jointures le lendemain matin. Victor s'est penché en avant. Je travaille dans le bâtiment. Mes mains sont souvent abîmées. Maintenant, quelque chose de nouveau, ai-je dit en diffusant la vidéo améliorée de l'allée montrant le reflet de la plaque d'immatriculation de Victor. Cela date de la nuit où les preuves sont mystérieusement apparues dans mon garage. Ununis parle. Victor serra les mâchoires. Les caméras de circulation confirment que votre camion se trouvait dans mon quartier à 23h22. Victor, l'heure exacte du cambriolage présumé. Victor se leva brusquement. Vous ne pouvez rien prouver. C'est alors que Paul sortit son téléphone. En fait, dit-il calmement, nous le pouvons. Il appuya sur Play. La voix de Victor remplit la pièce. Le sac est derrière le banc. Il ne le verra jamais. Quand les flics auront fini, il aura perdu son gamin pour de bon. La pièce explosa. Marlene eut le souffle coupé, la main devant la bouche. Ron repoussa sa chaise et se leva, le visage rouge. Ununis regardait Victor avec horreur. Soit à cause de ce qu'il avait fait, soit parce qu'il s'était fait prendre. Je ne saurais le dire. Victor se jeta sur Paul, espèce de salaud sournois. Je m'interposai entre eux. C'est fini, Victor. Il tourna sa rage vers moi, les yeux exorbités. Tu crois avoir gagné? Tu crois que c'est fini? En fait, dit une voix calme depuis le couloir, c'est fini. L'inspecteur Alvarez entra dans la pièce. Il sortit son badge. Victor, vous êtes en état d'arrestation pour avoir déposé un faux rapport de police et falsifié des preuves. Le détective Alvarez agit avec une efficacité rodée. Le cliquetis métallique des menottes rompit le silence soudain du salon. Le visage de Victor se déforma de rage. Ses muscles se tendirent contre les menottes. Vous avez le droit de garder le silence, commença Alvarez d'une voix calme et professionnelle. Je regardais sans émotion Victor être menotté, ses menaces réduites à de simples murmures impuissants. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, mais simplement le soulagement froid de voir la vérité enfin triompher. Ron se tenait raide près de son fauteuil inclinable, secouant lentement la tête. Le dégoût sur son visage était indéniable, non pas à mon égard ou à l'égard de l'arrestation, mais à l'égard de l'homme qui avait semé la violence dans la sphère familiale. Nos regards se croisèrent brièvement à travers la pièce, et quelque chose passa entre nous, une compréhension qui transcendait les mots. « C'est ridicule, grogna Victor en tirant sur ses menottes. Elle vous le dira, Ununis, dit-leur, mais Ununis ne tenait plus le coup. La façade soigneusement entretenue s'était complètement effondrée. Elle glissa du canapé et se mit à genoux, le mascara coulant sur ses joues. « Michael, sanglota-t-elle en tendant la main vers moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pas comme ça, pas devant mes parents. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, les mêmes mots que cette nuit-là. « Aide-moi, s'il te plaît. » Mais maintenant, sans les bleus pour se cacher derrière, juste le désespoir brut de quelqu'un qui voit les conséquences arriver. « Tu t'inquiètes pour l'humiliation maintenant? » demandai-je doucement. Après les fausses accusations, après avoir essayé de m'enlever Max avec des mensonges, elle tressaillit devant le ton neutre de ma voix. « C'est le lit que tu as fait avec lui, Ununis, pas le mien. » L'inspecteur Alvarez guida Victor vers la porte. Victor jeta un dernier regard venimeux par-dessus son épaule. « Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Alvarez resserra son étreinte. « En fait, monsieur, c'est fini. » La porte d'entrée se referma derrière eux. Les gyrophares de la voiture de police clignotaient silencieusement à travers les rideaux, peignant les murs de rouge et de bleu. Marlene était figée près de la porte de la cuisine, une main couvrant sa bouche. Ron n'avait pas bougé, le visage impassible.
La pièce ressemblait à un tableau, un portrait de famille brisé de manière irréparable. Sans un mot, j'ai rangé mon ordinateur portable et fait un signe de tête à Paul. Nous les avons laissés digérer ce qui venait de se passer. Certains dégâts ne peuvent être réparés, seulement acceptés. 3 semaines plus tard, Maya a appelé pour nous donner des nouvelles qui se sont enchaînées comme des dominos. Le procureur a inculpé Victor pour agression sur la base des dossiers médicaux et des images de vidéosurveillance de la copropriété, a-t-elle déclaré. Les accusations de falsification ont également été retenues. Son ancien employeur a pris connaissance des preuves. Il a été licencié. Assise à ma table de cuisine, je traçais distraitement le grain du bois avec mon doigt et l'audience pour la garde était prévue pour le lundi suivant. Avec les preuves dont nous disposons, je suis confiante quant à l'issue. Elle avait raison. Le juge a tout examiné. Les preuves fabriquées, les fausses accusations, l'enregistrement des aveux de Victor, les rapports de police. La photo d'arrestation de Victor figurait dans le dossier du tribunal. Sa rage était capturée en haute définition. La décision du tribunal était sans équivoque. J'ai obtenu la garde principale permanente de Max. Une UNIS n'a obtenu que des visites supervisées. La maison est restée la mienne. Le juge a ordonné à une UNIS de payer une importante indemnisation pour les frais juridiques et les dommages-intérêts. Le tribunal trouve particulièrement troublante la série de fausses accusations et de preuves fabriquées, a déclaré le juge en regardant directement une UNIS. Ce comportement sape les systèmes même conçus pour protéger les victimes réelles. Tout au long de la procédure, une UNIS a gardé les yeux baissés, essuyant parfois ses larmes. La femme confiante qui avait autrefois menacé de me détruire avait disparu. À sa place se trouvait une personne affaiblie dont les plans s'étaient effondrés autour d'elle. Alors que nous quittions la salle d'audience, Maya m'a serré la main. « Félicitations, Michael, vous vous êtes battu loyalement et vous avez gagné. » J'ai hoché la tête, ressentant une victoire creuse là où je m'attendais à un triomphe. « Merci pour tout. » Maya s'est dirigée vers l'ascenseur avec nos dossiers. Je me suis retourné pour la suivre lorsqu'une voix m'a arrêté. « Michael. » Une UNIS se tenait seule dans le couloir. Son blazer sur mesure ne pouvait cacher à quel point elle avait maigri. Des traces de mascara maculaient ses joues, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'est approchée de moi. « S'il te plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. On peut recommencer à zéro. Ça ne doit pas forcément être la fin. » Je la regardais. Je la regardais vraiment pour la première fois depuis des mois. Je vis la femme que j'avais aimée autrefois, la mère de mon fils, et l'architecte de tant de souffrances. Pendant un instant, je me souvins des dimanches matins avec des pancakes, des soirées cinéma en famille, la vie que nous avions construite et qui était désormais en ruine. Je ne dis rien. Pas de colère, pas de pitié, pas de pardon, juste le silence tandis que je passais devant elle pour me diriger vers les ascenseurs et l'avenir qui m'attendait au-delà. La salle d'audience était peut-être silencieuse après que je sois passé devant une UNIS dans ce couloir, mais dans ma tête, la tempête s'apaisait enfin. Je rentrais chez moi en voiture, les vitres baissées, laissant le vent clarifier mes pensées. Lorsque je franchis la porte d'entrée, ma porte selon la décision du tribunal, la maison me sembla différente. Pas encore joyeuse, mais propre en quelque sorte. Comme après avoir éloigné tous les meubles des murs et frotté les endroits que personne ne voit habituellement. Max passait l'après-midi avec Marlène. J'irai le chercher après le dîner et demain serait notre premier jour officiel dans notre nouvelle vie normale. Je suis passé dans chaque pièce, touchant les encadrements de portes et les plans de travail, me réappropriant l'espace. Quand je suis arrivé dans la chambre de Max, j'ai redressé sa couette Captain America et j'ai placé son chien en peluche préféré exactement là où il aimait qu'il soit. « Tout va bien se passer, mon grand », ai-je murmuré à la pièce vide. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, une vieille habitude héritée de mon travail d'inspectrice. J'ai préparé une pâte à crêpes maison, comme ma mère me l'avait appris il y a des années. Le mouvement familier du fouet m'a apaisé. Lorsque Max est arrivé dans la cuisine en se frottant les yeux, la première pile de crêpes dorées l'attendait. « Des crêpes ?» Son visage s'est illuminé. « C'est un jour spécial ?» Je lui ai ébouriffé les cheveux. « C'est samedi. C'est déjà assez spécial. » Nous avons trouvé notre rythme au cours des semaines suivantes. Déposer Max à l'école à 7h45, travailler jusqu'à 15h30, aller le chercher, prendre le goûter à la table de la cuisine pendant que Max me racontait sa journée.
Les devoirs étalés sur la table de la salle à manger, moi vérifiant ses problèmes de maths entre deux réponses à des emails. Dîner à 18 heures, histoire. Coucher à 20 heures, simple, prévisible, sûr. Paul est sorti un mardi soir pluvieux après que Max se soit endormi. Il a apporté de la bière et s'est assis au comptoir de ma cuisine pendant que je finissais de remplir le lave-vaisselle. Ton avocat m'a appelé, m'a-t-il dit en débouchant sa bouteille. Il voulait s'assurer que tu étais au courant pour Ununis. Je me suis interrompu, les mains couvertes de mousse de savon. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu son emploi chez Bright Smile Dental. Apparemment, ils ont une clause morale dans leur contrat. Les dossiers judiciaires sont publics. Il a pris une longue gorgée. Elle a aussi été expulsée de son appartement. Elle emménage temporairement chez ses parents. Je me suis séché les mains lentement avec un torchon, essayant de comprendre ce que je ressentais face à cette nouvelle. Ni heureux, ni triste, juste rien. La sentence de Victor a été prononcée hier, a poursuivi Paul lorsque je n'ai pas répondu. 8 mois de prison. Le juge a révoqué sa libération conditionnelle pour travail après qu'il ait manqué un contrôle. Puis suspension totale du permis pendant 1 an. Je ne savais pas. Oui, Maya s'est dit que tu ne voudrais pas être là. Paul posa sa bière. Michael, je te connais depuis l'époque où on volait des barres chocolatées chez Wilson. Je ne t'ai jamais vu aussi réservé. Je m'appuyais contre le comptoir. Que suis-je censé ressentir? Du triomphe? Du soulagement? C'est juste fini. Tout ton monde a explosé, mec. Et maintenant, il est reconstruit. Différent, mais stable. J'ai fait un geste vers la cuisine. Max mange à nouveau des pancakes le week-end. Il dort toute la nuit. Son professeur dit qu'il participe à nouveau en classe. C'est tout ce qui compte. Paul m'a observé. Et Ununis? Elle a fait ses choix. Victor aussi. J'ai haussé les épaules. Le tribunal a rendu son verdict. 7 000 $ de dommages et d'intérêts pour les frais juridiques, plus 5 000 $ pour les dégâts causés par leur fausse effraction. Elle paie ou elle risque une accusation d'outrage au tribunal. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai repensé à Ununis dans le couloir du tribunal, le mascara coulant sur ses joues, suppliant qu'on lui donne une autre chance. J'ai pensé au bleu que Victor lui avait infligé, aux mensonges qu'elle avait racontés à la police, au tribunal, à ses propres parents, à la façon dont elle avait essayé de m'enlever mon fils. Il faut que ce soit clinique. Paul, tout autre arrangement lui laisserait la possibilité de manipuler les choses pour revenir. Paul acquiesça lentement. C'est juste. Après son départ, j'ai vérifié mes emails une dernière fois avant de me coucher. Il était là. Une notification du coordinateur du tribunal des affaires familiales. L'objet était calendrier des visites supervisées, Merced A et Merced Minor. Je l'ai ouvert et j'ai parcouru les détails. Un samedi sur 2, de 10h à 14h. Dispositions pour les jours fériés, règles pour le superviseur, exigences pour les rapports de conseil obligatoires de l'UNUNIS, 4 heures 2 fois par mois. C'est tout ce qui restait de la famille que nous formions autrefois. Je fermai mon ordinateur portable et me mis debout près de la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre. Le reflet ne montrait que moi, seul dans une maison silencieuse où mon fils dormait dans toute sécurité. Je ne ressentais pas de triomphe, c'était la fin. 2 mois après la décision finale du tribunal, je me tenais dans ma cuisine et regardais Max colorier à table. Il tirait la langue entre ses dents, concentré pour ne pas dépasser les lignes, comme il le faisait quand il avait 4 ans. Certaines choses ne changent jamais. Même quand tout le reste change. J'ai accroché son dernier chef-d'œuvre sur la porte du réfrigérateur, où se trouvait déjà une mosaïque de devoirs scolaires et de projets artistiques réalisés pendant le week-end. Le réfrigérateur était devenu une chronologie de notre guérison, chaque dessin étant un peu plus lumineux, un peu plus confiant que le précédent. « Papa, on peut manger des crêpes demain ?» a demandé Max, sans lever les yeux de son coloriage. « Ce n'est pas encore samedi, mon grand. » Il a haussé les épaules. « Parfois, on peut manger des crêpes, même si ce n'est pas samedi. » J'ai souri. « Tu as raison. Ce sera des crêpes. » Ce soir-là, après avoir bordé Max, j'ai déambulé dans notre maison silencieuse. Le salon n'était plus empreint de la tension provoquée par les mensonges d'Ununis. Le garage avait été débarrassé des preuves fabriquées par Victor. La table de la salle à manger accueillait désormais des séances de devoirs plutôt que des documents juridiques.
Notre maison sentait la pâte à crêpes, la lessive et le nettoyant parfumé au pain recommandé par Madame Duffy. Elle sentait la paix. La semaine dernière, je suis passé devant le nouvel appartement d'Ununice, un petit logement dans un complexe délabré à l'est de la ville. Elle travaille désormais à temps partiel dans un service de facturation dentaire, le seul emploi qu'elle a pu trouver après que la nouvelle de son procès se soit répandue. Les paiements de dédommagement absorbent la majeure partie de son salaire. Ses parents l'aident à payer son loyer, mais je sais par Marlene que cette aide est assortie de conditions et de déceptions. Une Unis se présente tous les samedis à 9h05, 5 minutes avant ses visites supervisées avec Max. Elle apporte de petits oiseaux et affiche un enthousiasme forcé. La superviseuse, une assistante sociale à la retraite nommée Janet, est assise tranquillement dans un coin de la salle du centre communautaire et prend des notes. Mass est poli mais réservé. 4 heures plus tard, une Unis part et Max et moi allons manger une glace ou au parc, reconstruisant notre routine du samedi autour de cette interruption. Le visage de Victor est apparu dans la rubrique des faits divers des journaux locaux lorsqu'il a violé sa liberté conditionnelle en manquant des heures de travaux d'intérêt général. L'homme qui se pavanait autrefois dans le salon de mes beaux-parents porte désormais un bracelet électronique. Il fait des petits boulots quand des entrepreneurs veulent bien l'embaucher, ce qui n'est pas souvent le cas. Sa condamnation pour agression apparaît dans les vérifications d'antécédents. La suspension de son permis de conduire l'oblige à faire du covoiturage ou à prendre le bus. Paul m'a dit que l'ex-femme de Victor avait utilisé sa condamnation pour limiter ses visites à ses propres enfants. Est-ce que je me réjouis de leur ruine? Non. Je n'ai jamais voulu la destruction. Je voulais la justice. La justice n'est pas une vengeance. C'est le rétablissement de l'équilibre. Ce sont des conséquences en accord avec les actes. C'est la fin naturelle d'une histoire qui a commencé par une trahison et s'est poursuivie par des mensonges. Lorsque Ununis a quitté le tribunal ce dernier jour, en sanglotant que j'avais détruit sa vie, je lui ai simplement dit « Non, Ununis, j'ai simplement refusé de te laisser détruire la mienne. C'est le choix que j'ai fait lorsqu'elle a franchi notre porte, les bleus de Victor apparaissant sous sa peau, me suppliant de l'aider. J'aurais pu être son pansement, son bouclier, son excuse. Au lieu de cela, je suis devenu sa conséquence. Chaque soir maintenant, je vérifie les serrures avant de me coucher. Je jette un œil à Max, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser dans la douce lueur de sa veilleuse. Je touche le cadre de la porte de sa chambre et murmure les mêmes mots. Tu es en sécurité ici, car c'est ce qui compte le plus. Pas la punition, pas la vengeance, mais la protection. La protection de ce qui est réel et mérite d'être sauvé. Si vous avez déjà été supplié par quelqu'un qui vous a trahi, vous connaissez l'écho de sa voix, la façon dont elle fait appel à vos anciennes loyautés et promesses. Vous savez à quel point il est tentant de retomber dans les schémas familiers du sauvetage et du pardon sans rendre de compte. Mais la trahison ne gagne que si vous la laissez gagner. Si vous acceptez moins que la vérité, si vous échangez la justice contre le confort, si vous vous trouvez là où je me trouvais autrefois, à regarder les débris de la confiance et à vous demander si vous pourrez un jour respirer à nouveau librement, sachez ceci, vous pouvez reconstruire. Pas la même structure qui s'est effondrée, mais quelque chose de plus solide, quelque chose qui peut résister aux tempêtes parce qu'elle est construite sur la vérité, plutôt que sur l'illusion. Ce n'est pas une fin heureuse, c'est quelque chose de mieux. C'est une fin méritée. Et dans le calme de ma maison retrouvée avec les dessins de Max sur le réfrigérateur et les crêpes prévues pour demain, j'ai trouvé la mienne. Je crois que des histoires comme celle-ci nous trouvent pour une raison. Si celle-ci vous touche, abonnez-vous. J'en partage une nouvelle chaque jour. En attendant, il y a 2 histoires à l'écran qui sont encore